Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce panel dédié à l'interopérabilité. L'interopérabilité dans l'industrie culturelle, évidemment. Alors, je suis Férouz Masmidazi, je serai la modératrice de ce magnifique panel d'intervenants qui est à côté de moi. L'idée du sujet d'aujourd'hui, c'est de se dire qu'à l'heure où 90% des usages numériques sont sur le mobile, l'offre culturelle doit être accessible, doit être visible, doit cibler dans la mesure du possible l'audience la plus pertinente et possible. Et il y a plein de manières de faire ça. L'une d'entre elles est de passer classiquement par les grands opérateurs technologiques américains et chinois, mais il y a aussi d'autres méthodes, et l'une d'entre elles est l'interopérabilité entre différents opérateurs de la chaîne de valeur, différentes technologies. Donc on a réuni aujourd'hui, je vais faire dans l'ordre de celui qui est le plus près de moi jusqu'au plus loin, sans hiérarchie. Donc Olivier Abécassis, qui est à côté de moi, qui est le PDG de Quant, le moteur de recherche que vous connaissez tous, et sinon que vous découvrirez. On a Duong Fang, qui est donc cofondateur de Ticketer, une société cofondée également par Eddie Aubin, qui n'est pas là, que je vois et que je remercie d'ailleurs, qui est l'organisateur de cet événement. Donc voilà, vous allez représenter cette société. Nous avons Anne Le Gall, qui est donc déléguée générale de TMN Lab, une communauté regroupant un certain nombre d'opérateurs, de producteurs de spectacles, de lieux de spectacles, et qui travaille notamment à identifier, cartographier toutes les solutions qui existent d'interopérabilité dans notamment le spectacle vivant. Elle nous en parlera plus avant, parmi tous les autres projets du TMN Lab. Nous avons également Walter Costa, directeur général de Tic-et-Tac et le Figaro Voyage. Mais alors, êtes-vous directeur général aussi du Figaro Voyage? Je ne sais plus. Également. Voilà. Donc, pour la partie, je dirais, billetterie française. Voilà. Et nous avons Marc Cohen, qui est directeur général aussi de Fever. Et là, pas seulement sur la France, de mémoire, il y a la Belgique, il y a la Suisse. Voilà. Donc une vision un peu plus européenne. Voilà. L'idée, c'est donc que chacun d'entre vous nous expose un peu sa perspective, les solutions qui existent, les difficultés, les projets aussi qui sont en cours. Et pour commencer sur une ouverture sur les projets, je vais passer la parole donc à Olivier, qui, avec le moteur de recherche Quant, est en quelque sorte la porte d'entrée de la visibilité de l'offre culturelle sur le web. Et donc, Olivier, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, merci Férouz. Effectivement, une des premières façons pour accéder à une offre culturelle, évidemment, c'est le moteur de recherche. Je n'ai pas forcément les statistiques, mais sans me tromper, c'est forcément plus de la moitié des passages qui se font en direct par un moteur, quitte à aller ensuite directement sur un site. Mais il y a ce réflexe quand même chez la plupart des utilisateurs de commencer par l'étape du moteur. Et je trouve cette étape intéressante, alors évidemment parce que c'est l'activité de Quant. Donc Quant, vous connaissez, c'est un moteur qui a été lancé il y a 10 ans, mais qu'on a complètement relancé il y a 18 mois suite à la reprise par le fondateur d'OVH Cloud, dans une dynamique justement d'ouverture, d'interopérabilité et d'ouverture vers l'intelligence artificielle générative. Je vais en dire un mot. Et c'est fondamental parce que finalement, on a trouvé un modèle depuis 20 ans qu'on connaît tous sur la recherche, avec un acteur ultra dominant qui fait le job de référencer, mais dans un modèle parfaitement non interopérable, puisque c'est un modèle totalement propriétaire, où finalement, même si on a construit cette science du SEO pour essayer de faire ressortir ces contenus, c'est aujourd'hui une black box intégrale dans laquelle il est strictement impossible de comprendre quelles sont les façons de faire apparaître son offre et d'influer finalement les algorithmes de Google qui, par ailleurs, évoluent au fil du temps. Ça s'est construit comme ça, finalement, et on l'a accepté en tant qu'industrie. Je crois qu'il y a peu d'industries où on a un acteur qui a 90% de part de marché, et il y a peu d'industries où, effectivement, on est sur une solution aussi propriétaire. Et pour autant, malgré ces 20 années, on voit que les lignes vont bouger. Et les lignes sont en train d'être visitées par un certain nombre de paramètres dont moi je voulais vous parler aujourd'hui.
Alors le premier, c'est que il y a déjà des initiatives. Nous, on a une initiative qui consiste à penser que l'entrée sur le web et un index, c'est pas quelque chose de neutre et ça peut pas être fait que par un seul acteur. Historiquement, ça a été fait par Google. Microsoft a essayé dans une approche au début ouverte, mais qu'ils ont refermée depuis que ChatGPT est arrivé et qu'ils ont quelques perspectives de retour de puissance de ce point de vue-là. Et donc, à ce titre-là, il faut qu'on puisse avoir une indexation de l'ensemble des contenus du web qui soit ouverte. Et c'est quelque chose qu'on a donc lancé en redéveloppant un vrai algorithme d'index des contenus qui est aujourd'hui en ligne sur Quant, qui sert une bonne partie des requêtes et qui a vocation à être proposé à d'autres. Et donc, c'est quelque chose, cette technologie, qui va être utilisée par d'autres moteurs de recherche. Ecosia, le moteur de recherche allemand, qui a une approche solidaire de la recherche, va l'utiliser. Lilo, l'autre moteur solidaire en France, va l'utiliser. Et donc, cette étape qui consiste à dire il faut qu'il y ait un accès, une porte d'entrée qui soit ouverte et disponible. La deuxième, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, le SEO, c'est une black box. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont développées autour pour développer un savoir-faire, mais personne ne sait vraiment comment ça marche. Une autre des façons, c'est de se dire, au lieu d'avoir des robots qui screenent l'ensemble de vos sites pour comprendre ce qu'ils peuvent faire ressortir, c'est d'avoir un modèle qu'on inverse, qui consiste à penser que finalement, ce sont aux sites de nous pousser les informations pertinentes et de passer dans un mode push plutôt que dans un mode de crawling, qui est à la fois très consommateur en ressources informatiques, donc qui n'est pas le truc le moins coûteux et le plus sustainable, et ensuite qui va permettre de faire ressortir les données qui sont fondamentales. Et donc on travaille aujourd'hui avec un certain nombre de partenaires de l'industrie du search pour inverser le modèle et pour être dans un modèle effectivement où on reçoit les données qu'on indexe, on les met en avant et on a quelque chose de beaucoup plus transparent. Et donc tout ça pour vous dire que cette industrie, en plus, avec cet acteur extrêmement puissant, extrêmement efficace, elle est en train de se réouvrir parce qu'en parallèle, il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'IA générative, qui lui-même est une nouvelle façon d'entrer sur le web. Désormais, un certain nombre de recherches, certains minimisent et disent c'est encore effectivement de l'ordre du %, se font sur d'autres outils que des moteurs de recherche. Évidemment, sur ChatGPT, on retrouve encore un acteur qui va être extrêmement puissant et extrêmement opaque, mais sur lequel il va y avoir un certain nombre d'alternatives et qui font que, là encore, la façon dont les contenus, les offres vont être disponibles vont être extrêmement importantes. Et donc, on a un moment de marché où, finalement, après un monopole extrêmement puissant, ce monopole, il va rester puissant, mais les cartes vont se revisiter. Et il y a l'opportunité de faire sortir, au travers de conglomérats, de partenariats, nous c'est pour ça qu'on s'est allié aussi avec ce moteur allemand dont je parlais tout à l'heure, des démarches qui vont permettre de tester des nouveaux modèles et montrer que finalement accepter ce modèle extrêmement fermé, c'est pas bon pour nos industries, c'est pas bon pour l'Europe et qu'il peut y avoir des alternatives à condition de les créer. Voilà en termes d'introduction, je ne vais pas plus rentrer dans le détail, on aura l'occasion au travers des échanges ou de vos questions, mais tout ça pour vous dire que l'interopérabilité, elle se décide si on la met en œuvre. C'est pas parce qu'on l'a subie sur une industrie comme celle du search pendant des années qu'elle est inéluctable. Et surtout, elle passe par essayer, tester des nouveaux modèles, s'ouvrir à d'autres et montrer qu'il peut y avoir un autre chemin. Merci beaucoup Olivier. Je vais rajouter de l'eau à ton moulin sur la question du changement. Je crois que pour la première fois en 20 ans, les recherches sur Google ont commencé à décroître, ce qui inquiète plus ou moins Apple, qui serait presque prêt à recourir à d'autres opérateurs que Google pour alimenter ces appareils. Donc il y a une opportunité, c'est une opportunité pour le reste du monde de se positionner, pour les IA génératives, pour les projets innovants. Et pour en revenir à un point que tu as soulevé, c'est très important, et je ne sais pas si dans la salle il y a des organisateurs de spectacles, mais rendre visibles ces contenus dans la recherche en ligne, qu'elle soit par IA générative ou non, à travers cette méthode innovante que développe Quant, c'est aussi faire l'effort de qualifier en fait ces événements culturels pour leur permettre de dialoguer avec la recherche en ligne. Et Anne, je crois qu'au TMN Lab, vous avez des travaux assez intéressants sur le sujet et je pense que ça serait intéressant d'avoir une idée dessus.
Oui, absolument. Merci pour cette transition. Pour donner un point de départ d'où je parle, effectivement, on est une communauté de lieux de spectacle vivant. Donc la matière sur laquelle on travaille, c'est la transformation numérique des institutions de spectacle vivant et le travail sur l'accès aux œuvres. Donc effectivement, on est sur un volet de l'industrie culturelle où on ne produit pas des contenus numériques, même si ça peut être autour des œuvres à la marge, notamment pour des questions de marketing ou de médiation, mais ça n'est pas le cœur de notre activité. Et du coup, on est sur une matière qui est justement en difficulté à dialoguer avec les algorithmes, je dirais. Je reviendrai sur la question aussi de l'accès à la culture qui a été évoquée à l'instant. Effectivement, c'est une des observations qu'on fait aujourd'hui. Déjà, si on regarde les études sur l'accès à la culture, les pratiques culturelles des Français, la dernière du ministère de la Culture montrait que 15% des Français n'avaient des pratiques que numériques, donc des pratiques par des plateformes. Ça veut dire que quand on travaille à rendre accessible une offre culturelle de territoire, que ce soit un musée ou que ce soit un spectacle, il faut aussi savoir s'adresser et exister dans les paysages numériques, donc dans les plateformes, dans tous ces espaces. Ensuite, la question du search, effectivement, elle évolue énormément, notamment avec les moteurs d'IA générative, mais également avec les pratiques de social media, vu qu'on voit de plus en plus de pratiques de recherche, notamment dans le champ du loisir et des sorties. Par exemple, on sait, on recherche beaucoup de restaurants sur Instagram, on fait beaucoup de recherches sur TikTok, et à chaque fois, on est sur des environnements qui sont aussi fermés. Donc cette question, elle est assez vaste, et là, les questions d'interopérabilité, d'autant plus, parce qu'à ces endroits-là, pour l'instant, on n'a pas d'accès non plus. En termes de dialogue algorithmique, on peut travailler sur plutôt des stratégies marketing, là où les structures culturelles sont très hétérogènes de par leur taille et donc n'ont pas toujours les moyens, les compétences. Et nous, on travaille autant à monter en compétences à cet endroit, donc aussi à comprendre les enjeux du SEO, etc. C'est tout un faisceau de compétences qui nous sont demandées. Et puis, on développe une approche en lien avec la Réunion des Opéras de France, qui est plutôt une approche d'infrastructure, je dirais. On a effectivement été partenaires depuis 1 an et demi et on est en train de reprendre la gestion d'un projet d'une ontologie du spectacle vivant qui vise à décrire mieux ces objets-là pour mieux les faire dialoguer avec les algorithmes en général, mais aussi pouvoir connecter une offre sur un territoire, connecter les infrastructures, les lieux d'accueil, pouvoir dialoguer avec des plateformes, pouvoir développer potentiellement des services, avec l'idée pour nous de travailler sur une infrastructure invisible, quand on travaille sur la question des métadonnées, qui puisse ensuite permettre de mieux valoriser les offres depuis l'endroit où elles sont produites ou diffusées, mais aussi potentiellement de développer des nouveaux usages et notamment des nouvelles formes économiques, par exemple en travaillant avec des agrégateurs de contenu pour un meilleur accès, des agendas, pouvoir faire des parcours avec des restaurateurs, des enjeux de déplacement, des questions de mobilité. On peut imaginer beaucoup de choses avec le tourisme. Et donc, effectivement, pour nous, ça, c'est un enjeu majeur. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'un côté, il y a cette question de créer cette ontologie et donc de développer un référentiel. Et un référentiel, ça ne se décide pas, ça se co-construit avec une communauté. Donc, c'est le fruit d'un travail qui a démarré avec des opéras en France, qui est en train de s'élargir avec d'autres lieux de spectacle vivants. L'idée, c'est d'être interdisciplinaire, mais qui se fait aussi en dialogue avec d'autres référentiels à l'étranger. Ces questions de référentiel en spectacle vivant, il y a une grosse association, l'ODEPA, qui réunit des acteurs notamment au Québec, en Belgique. Et donc, on travaille à des alignements. En plus, les œuvres de spectacle vivant circulent. Les titres, les œuvres, je dirais elles-mêmes, les spectacles circulent, les artistes circulent. C'est important de pouvoir connecter. Il y a des enjeux d'alignement aussi avec des standards existants. Évidemment, schema.org, Event, c'est déjà une base. Et on voit qu'en fait, quand on regarde les sites web, la manière dont ils sont conçus, ils ne sont pas toujours déjà alignés avec ces standards-là. Il y a aussi un enjeu de s'interconnecter et de s'aligner avec Wikidata, par exemple. Ce qui a été le cas, ce qui a été décidé du côté du Québec, où il y a un formidable travail mené avec Capacoa qui a travaillé sur des référentiels, l'association de producteurs Rideau qui travaille aussi à cette valorisation, notamment par une infrastructure de données de l'offre de spectacle vivant, un meilleur accès et derrière une meilleure aussi billetterie et des nouveaux usages marketing. On y vient. Donc voilà, on a vraiment une possibilité qui s'ouvre et donc effectivement en France, on développe cet aspect avec ce qui était dans votre rapport, Férouz, la question d'un standard, ça ne se déclare pas, encore une fois, il faut une communauté derrière. Et l'avantage d'avoir une communauté de 1300 membres, c'est qu'on peut travailler à une vraie appropriation par le milieu professionnel de ces questions. Merci beaucoup, Anne. Donc, donc on est au Forum de la billetterie et je dirais l'offre culturelle, c'est une économie et au centre de cette économie, eh bien, il y a la billetterie.
Donc Walter et Marc, on aimerait bien avoir votre perspective sur les opportunités que présente l'interopérabilité, éventuellement les difficultés, les barrières ou les restrictions opérationnelles qu'on peut rencontrer. Oui, merci Férouz. Alors, pour TikTok, effectivement, nous, l'enjeu, effectivement, un des premiers enjeux, c'est d'apporter de la visibilité sur les espaces numériques à la culture et au spectacle vivant. Et c'est pour ça qu'on a justement 3000 partenaires, principalement théâtre privé, de l'humour, de la comédie, des stand-up, du one-man show, mais aussi des cirques et d'autres loisirs comme des parcs de loisirs qui nous font confiance chaque année pour être visibles sur les espaces numériques. Et être visible sur les espaces numériques, c'est, tu disais Olivier, près de 50% des recherches de culture passent par des moteurs. Chez TikTok, c'est 60%. 60%, une moitié en référencement naturel, qui est un peu la black box, effectivement, et une autre partie en référencement payant. Aujourd'hui, TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 1 million de billets vendus. Donc voilà, principalement théâtre privé, partout en France. Et on accompagne ces acteurs du spectacle vivant sur la partie visibilité, évidemment billetterie. Puisque la billetterie, c'est évidemment la clé de voûte de l'élément financier d'un modèle économique autour d'une production, autour d'un théâtre, autour d'une pièce. Et donc on accompagne ces différents partenaires sur la visibilité et la performance. Alors, l'interopérabilité, pour faire le pont, c'est un peu l'ADN de TikTok depuis le début, puisque en fait, nous, on est un peu agnostique de quel logiciel le producteur ou le lieu choisit pour faire sa billetterie, et on va se connecter aux différents ITR, donc interfaces temps réel, qui permettent de se connecter donc aux différents partenaires, théâtre et autres acteurs. Donc on travaille avec Rodrigue, on travaille avec Aparté, on travaille avec CQDix. Plus récemment, on travaille avec Mapado. Et on est venu se connecter en fait dans 3 objectifs. Pour 3 objectifs. Le premier, c'est évidemment la simplification. Alors pourquoi la simplification ? Parce qu'en fait, récupérer des prix et des tarifs, c'est dans un premier temps une lecture d'informations. Donc on va chercher un lieu, un spectacle, une représentation, une date, une catégorie de prix, et ce pour l'ensemble des spectacles qui sont disponibles à travers le lien qu'on a, ou le lien commercial qu'on a avec le producteur. Et donc ça, c'est une fois qu'on a cette connectivité directe dans ce même langage technique, on récupère et on paramètre finalement ces offres directement sur notre site de manière presque instantanée. En fait, il y a un travail toujours un peu manuel, mais c'est beaucoup plus rapide que si on devait tout paramétrer à la main. Donc c'est aussi du paramétrage du gain de temps côté producteur et aussi du gain de temps côté distributeur. Il se trouve qu'ensuite c'est de l'innovation, puisqu'en fait se connecter en interface temps réel, en ITR, c'est permettre la réservation de temps réel. Donc aujourd'hui, si vous finissez de dîner à 20h30 à l'Opéra et que vous voulez aller voir La Vérité au Théâtre Édouard VII, vous pouvez regarder sur TikTok s'il reste des places et réserver, et vous vous positionnez sur une place restante jusqu'à 15 minutes avant le début du spectacle. Donc ça, c'est l'avantage de l'innovation, d'avoir des places temps réel disponibles en dernière minute. Et enfin, c'est évidemment la croissance, puisque depuis 3 ans, TikTok croît en volume et on vend de plus en plus de billets, parce qu'aussi on a de plus en plus d'inventaire. L'accès en connectivité, donc cette interopérabilité des acteurs avec le distributeur que nous sommes, nous permet d'avoir plus d'inventaire et de vendre de plus en dernière minute, et ce, sur tous les leviers du marketing digital. Parce qu'il se trouve qu'on est un pure player du e-commerce. Et donc, si certains des acteurs vendent très bien en direct parce que les producteurs ont la capacité financière d'investir sur le digital et sur le e-commerce, d'autres, beaucoup, en fait, aujourd'hui on travaille avec 3000 partenaires, il y a peut-être 2/3 des partenaires qui n'ont pas cette puissance et ce savoir-faire méthodologique ou cette spécificité du marketing digital qui nécessite des investissements technologiques sur la partie, donc je dirais 2 mots sur la partie acquisition. Donc on l'a vu sur les moteurs de recherche en référencement naturel, avec donc un savoir-faire qui nous permet d'être référencés sur des mots-clés très génériques du type si vous tapez Théâtre Paris ce soir sur vos moteurs, vous allez certainement retrouver TikTok dans les premières positions, et ça, très peu d'acteurs vont pouvoir le faire, si ce n'est les distributeurs. Ensuite, sur la partie SIA, donc là, Search Engine Acquisition, donc là, on achète des milliers et des milliers de mots-clés pour répondre à une demande des internautes, puisqu'ils passent par les moteurs de recherche, donc il faut être là où ils sont.
Et on développe aussi beaucoup de marketing d'acquisition. Par exemple, aujourd'hui, sur le social, on a les réseaux sociaux qui montent. On a développé beaucoup de compétences dans ce domaine, à la fois en organique sur des posts de vidéos ou de posts classiques, mais aussi de l'acquisition payante sur les réseaux sociaux. On a beaucoup investi sur Instagram, Facebook et dernièrement TikTok notamment. Donc tout ça, c'est des investissements que certains acteurs peuvent faire, évidemment, encore une fois, mais qui sont, que nous, on propose à nos partenaires. Pour vous donner un petit chiffre, on dépense un peu plus d'1 million d'euros en marketing annuel pour aller chercher des clients un peu partout en France pour faire la promotion des offres et du spectacle vivant. Et enfin, évidemment, il y a la fidélité, le CRM, les emailing, tous les leviers d'acquisition pour attirer les gens sur le site. Mais après, il y a l'expérience d'achat. Et là, l'expérience d'achat, il faut beaucoup d'investissements technologiques. D'une part, pour être conforme aux réglementations, et Dieu sait si la France légifère. Je pense aux réglementations des GCCRF, des réglementations CNIL, au DMA européen, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire qui nécessitent beaucoup d'investissements technologiques pour être à la pointe du e-commerce et de l'expérience d'achat pour l'utilisateur. Et donc ça passe par de la technologie, ça passe par de l'interopérabilité, donc de l'ITR pour avoir des expériences d'achat fluides, simples et rapides. On a des enjeux aussi de sécurité, notamment. On est souvent attaqué par des hackers, et vous avez peut-être vu beaucoup d'articles passer sur des gros acteurs de la billetterie qui se sont fait hacker des données. Donc on a beaucoup d'enjeux sur ce niveau-là. Et donc voilà, donc l'expérience d'achat est vraiment hyper importante, et on a beaucoup axé nos développements sur l'expérience d'achat chez Tic et Tac. Un dernier chiffre. En expérience d'achat, on a aussi proposé des innovations sur les modalités de paiement, donc des facilités de paiement. Aujourd'hui, on a 75% de notre audience qui est mobile, 40% à peu près qui est sur Apple, et aujourd'hui, 30% de nos paiements sur la plateforme sont faits avec Apple Pay. Pour vous donner une idée de l'impact, donc Apple Pay, c'est un clic pour ceux qui ont un Apple, c'est un clic sur le téléphone, et ça facilite grandement l'acte d'achat. Donc tout ça, c'est des simplifications qu'on met à disposition de nos clients, mais aussi de nos partenaires, finalement, pour faciliter l'accès à la culture et au spectacle vivant. Donc voilà, donc l'interopérabilité, vrai enjeu pour nous, depuis le début, de connexion et de même langage avec les différents acteurs pour faciliter l'accès à la culture. Merci beaucoup, Walter. Donc, Tic et Tac, c'est un mode de développement, un business model qui vous est propre. On a donc Marc avec nous de Fiverr, qui a un positionnement un peu différent, outre la dimension plus large géographique de ton scope. Donc Marc, est-ce que tu peux nous donner un peu ta perspective sur le sujet ? Oui, merci. Effectivement, alors nous, on a un positionnement qui va être un peu différent de Tic et Tac, même si initialement, quand on arrive en France, en 2017, c'était assez similaire, même si on n'est pas catégorisé sur une seule verticale qui va être uniquement sur du théâtre ou du spectacle, mais on va vraiment s'élargir à tout type d'industrie dans le milieu de l'événementiel et de l'expérience. Ça va être dans le sport, dans la musique, dans la culture, les musées et autres. Et effectivement, à la base, on était aussi positionné comme un simple distributeur, entre guillemets, sur lequel on avait beaucoup d'enjeux d'interopérabilité, devoir se connecter avec d'autres, et c'était assez compliqué, parce que quand on ne l'a pas, c'est très manuel, donc peu de personnes veulent travailler avec vous, parce que ça nécessite beaucoup de ressources, et c'est assez complexe. Mais en plus de ça, nous, dès le début, on a énormément mis l'axe sur l'aspect marketing et génération de demandes, parce que pour la petite histoire, Fiverr, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais on a un outil de billetterie en propre, donc on est éditeur aussi de billets, on a une marketplace d'expériences sur laquelle vous pouvez découvrir des expériences dans vos villes, on existe dans plus de 40 pays à travers le monde, et en fonction de vos centres d'intérêt, un peu à la Netflix, mais de l'expérience et de l'événementiel, on va vous proposer du contenu qui va être adapté à ce que vous aimez. Plus vous allez l'utiliser, évidemment, plus on va pouvoir vous proposer du contenu qui vraiment vous correspond. Et on a eu ce positionnement dès le démarrage aussi de générer de la demande. Donc on a créé un réseau de médias, les Secret Media Network, Paris Secret, Secret London et autres. Et en réalité, on s'est rendu compte très rapidement quand on était distributeur, étant donné qu'on dépensait énormément d'argent et on mettait beaucoup de ressources dans la génération de demandes, dans le marketing digital, qu'une grosse partie de l'audience qu'on arrivait à acquérir et à générer grâce à notre publicité et à nos dépenses marketing finissait sur le site officiel de l'événement, le site du théâtre, et convertissait moins en direct sur la marketplace.
Donc on a switché un peu de positionnement et de se présenter vraiment comme billetterie aussi officielle, où on peut complètement équiper un stade, on peut équiper un parc d'attractions, on peut équiper un théâtre, ce qu'on fait déjà à travers le monde avec beaucoup d'acteurs et de gros acteurs dans le secteur. Et en faisant ça, on s'est rendu compte évidemment qu'en détenant la majeure partie du stock, ça ne veut pas dire l'exclusivité, mais la majeure partie du stock de billetterie, notre marketing était beaucoup plus efficace, convertissait beaucoup mieux. Nos dépenses marketing qu'on faisait pour le compte du client étaient bien plus performants et on arrivait à vendre beaucoup plus vite aussi, parce qu'on a une stratégie de développement et déploiement marketing qui est assez spéciale. Et là, on se retrouve maintenant dans un autre défi d'interopérabilité qui est l'ITR, puisqu'à partir du moment où on va se positionner comme billetterie officielle ou éditeur de billets pour un théâtre, un stade, une salle de concert, évidemment, si on n'est pas connecté avec les plus gros acteurs français, dont on connaît tous, que ce soit Fnac, Ticketmaster ou Ticketak, on a plus de mal à pouvoir se positionner comme billetterie officielle, puisque ces salles, ces lieux et les producteurs qui vont produire leur événement dans ces salles ou ces lieux ont besoin et veulent être diffusés sur une grosse partie des plateformes, voire la plupart des plateformes. Et donc là, on a un réel enjeu là-dessus. Maintenant, nous, on a encore un positionnement un peu plus différent, puisqu'on va pouvoir maîtriser 100% de la chaîne de valeur, et on se rend compte que c'est pas forcément parce qu'on est diffusé et distribué sur 50 plateformes différentes qu'on va plus vendre de billets. Effectivement, on va peut-être avoir plus cette dernière minute de je cherche ma place de théâtre, je vais aller sur Google et on va voir qui est référencé sur Quant, pardon, et qu'on va voir qui est référencé en premier, on va acheter son billet et convertir. Mais en dehors de ça, on s'en rend compte, et moi je m'en rends compte puisque j'ai une vision un peu plus internationale. Ça va faire 8 ans que je suis chez Fever. Quand je suis arrivé, on était seulement dans 4 pays, là on est dans 40, donc je vois un peu comment ça se passe ailleurs. Et c'est assez français d'avoir cette volonté d'être diffusé sur une grosse majeure partie des plateformes pour un seul et même contenu. J'ai un petit exemple, ça va être les Candlelight, vous connaissez peut-être, concert de musique classique à la bougie. Je pense que si vous n'avez pas été targeté sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un problème où vous n'habitez pas ici, parce qu'on a envoyé quand même pas mal. Et typiquement, les Candlelight, c'est uniquement vendu sur Fever. Candlelight, juste l'année dernière en France, c'est 4000 concerts, plus de 4 millions de billets vendus juste en France sur Candlelight, avec un seul accès à la vente qui est Fever. Donc c'est pas, même si évidemment on va gérer le marketing, on va gérer tout le parcours d'achat, c'est pas parce qu'on n'est pas diffusé sur d'autres plateformes qu'on va moins vendre. Il suffit de savoir comment on va dépenser son marketing, comment on va l'optimiser, même si évidemment je retire en rien ce fait-là, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de se connecter avec toutes ces plateformes-là, et on n'attend que ça. Donc j'ouvre la porte à ceux qui sont là et qui peuvent venir me voir après. Mais il y a d'autres manières de faire, puisqu'on est obligé malheureusement de passer par ces manières-là, vu qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément la possibilité de s'intégrer tout de suite en ITR avec toutes les plateformes. Alors, merci beaucoup, Marc. Si je peux me permettre une observation générale à vous écouter avant d'entendre Duong, je trouve que ce qui ressort beaucoup de vos témoignages, c'est qu'en fait, on a un marché qui est fragmenté à tous les niveaux, quoi. L'offre de spectacles, public, privé, d'ailleurs même au sein du public et au sein du privé, elle est fragmentée. De l'autre côté, les distributeurs, ils n'ont pas forcément accès à tous les systèmes et les réseaux auxquels ils ont besoin. Les moteurs de recherche ne sont pas forcément en leur faveur ou particulièrement soucieux de mettre en avant cette offre culturelle et d'optimiser, le cas échéant, l'accès à cette offre culturelle. Si on se place du point de vue de l'utilisateur, moi, très prosaïquement, j'ai fait le test ce matin en venant. Je cherche à connaître l'offre culturelle parisienne. Je n'ai aucune source exhaustive complète. C'est inaccessible. Je suis obligée d'aller sur 15 sites différents. Donc ça n'a aucun sens. Et ça aussi, c'est un problème d'interopérabilité. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez à mettre en avant des spectacles, que vous soyez producteur et distributeur intégré ou uniquement distributeur ou moteur de recherche, quand même l'objectif c'est qu'il y ait un ciblage de la personne qui va probablement acheter un ticket pour voir le spectacle. Et il y a un énorme problème quand même de ce point de vue en France. On n'a pas de solution qui permette à un utilisateur d'accéder à tout de manière exhaustive, quoi. Donc c'est un enjeu aussi pour l'utilisateur et c'est important de replacer quand même toutes ces réflexions vis-à-vis de l'utilisateur qui est quand même le nerf de la guerre puisque c'est lui qui achète. Du coup, Ticketer, c'est une société qui a créé une ou plusieurs, d'ailleurs je n'en sais rien, tu vas nous le dire, solutions technologiques pour améliorer, voire créer des conditions d'interopérabilité entre ces différents opérateurs, producteurs de spectacles, éditeurs et distributeurs.
Comment, voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et qu'est-ce que vous visez avec cette solution? Alors d'abord, bonjour à tous. Je commence par une statistique qui est assez parlante, c'est qu'avant Covid, je crois que c'est 2019, il y avait dans l'annuaire de la billetterie à peu près 200 prestataires référencés. En 2024, on est passé à 400. Donc moi, quand je me mets du point de vue d'un opérateur culturel ou de son équipe billetterie, on va être amené à travailler avec 2 fois plus de prestataires en quelques années seulement pour répondre à des problématiques qui sont, on va dire, légitimes pour un opérateur. C'est vendre des billets, faire la promotion de son événement. Et aujourd'hui, l'offre culturelle déjà, mais l'offre des prestataires a doublé. Et là, en 2025, ça augmente encore. Donc nous, on est parti du postulat que l'interopérabilité, c'est d'abord une solution pour faire dialoguer tous les prestataires entre eux, pour faire circuler les données. Parce que quand vous êtes à la billetterie, vous n'êtes pas seul en réalité. Vous allez travailler avec les équipes de production pour définir la programmation des artistes. Vous allez travailler avec l'équipe billetterie pour définir les prix, les offres derrière que vous allez proposer à votre public. Vous allez travailler avec les équipes marketing, de communication, pour faire la promotion de votre événement, les rendre visibles. Et tout ça, c'est une chaîne de valeur. Et sur cette chaîne de valeur, en fait, on constate qu'on va travailler souvent avec un tableur Excel parce qu'on a besoin de faire transiter les informations d'un logiciel de production vers un logiciel de billetterie, puis vers un logiciel de gestion marketing. Et tout ça, c'est du temps perdu et de l'efficacité en moins pour que les opérateurs puissent vendre davantage ou remplir, en tout cas, toucher davantage leur audience. Et nous, avec Ticketer, on est parti d'une volonté de se dire que ça ne sert à rien de rajouter un éditeur de billetterie en plus, un vendeur de billets. Bon, ça pousse tous les jours. Nous, on est parti plutôt d'une solution qui pourrait faire dialoguer tous ces prestataires entre eux et qui pourrait faire gagner du temps à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ces informations-là, elles transitent d'un point A à un point Z en passant par de multiples, on va dire, escales. Et à chaque escale, vous allez augmenter la valeur de vos données en rajoutant des informations complémentaires à votre service. Sur la partie billetterie, par exemple, nous, on est sollicité pour interfacer le Pass Culture avec des éditeurs qui, aujourd'hui, ne sont pas encore interfacés. Vous allez avoir des demandes pour partager votre programmation avec votre site web de manière automatique. Parce qu'aujourd'hui, si vous payez quelqu'un pour faire la mise à jour, il suffit qu'elle soit absente pendant 3 jours pour que la programmation ne soit plus, on va dire, conforme à ce qu'il y a dans la billetterie, ce qui est dommage. On va vraiment avoir des cas d'utilisation concrets, c'est en gros ne plus avoir à saisir la donnée 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois, éviter les copier-coller et simplement permettre on va dire, on est au 21e siècle, que les données vivent et aillent d'un système à l'autre et qu'elles soient complètes et avec la valeur ajoutée maximale pour tout le monde à chaque instant. Voilà. Et après, nous, on va travailler sur un deuxième sujet. Donc, c'est vraiment cette histoire de référentiel de données. Aujourd'hui, tout le monde fait le même constat. Il y a des données qui sont éclatées partout. Les opérateurs, les éditeurs, ils ont tous une partie de la donnée de programmation événementielle en France, à Paris ou dans un territoire donné. Et nous, on va travailler sur le référencement de ces offres pour constituer un référentiel unique, on va dire avec de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que les événements vont être dédoublonnés, vont être qualifiés, structurés. On va régénérer de la métadonnée pour permettre à des moteurs de recherche comme Quant de pouvoir accéder à une donnée structurée pour la référencer, mais aussi tous les autres prestataires. Ça peut être des vendeurs de billets, mais ça peut être également des agendas culturels, de leur permettre d'accéder à une donnée qui a de la valeur et qui finalement leur apporte beaucoup, beaucoup derrière, parce que nous, on ne s'en rend pas compte, mais quand vous produisez de la donnée sur votre site web, vous allez avoir je ne vais pas dire des millions, mais des milliers de robots qui vont aller sur votre site, qui vont collecter la donnée, et si elle n'est pas bien structurée, vous avez beau produire une belle offre, si elle n'est pas visible par votre public, en fait, votre offre devient introuvable. Et donc, si elle est invisible, vous ratez le coche, et c'est dommage pour les acteurs ou les artistes qui sont sur scène. Du coup, personne ne va venir les voir. C'est dommage pour le producteur aussi. Par ailleurs. Merci beaucoup, Dwong. Anne, je me tourne vers vous. Donc, le TNM Lab fait un travail titanesque depuis quelques mois déjà pour cartographier justement les solutions d'interopérabilité qui existent, les opérateurs qui en font. Il y en a là aussi manifestement un certain nombre. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Oui, bien sûr. Effectivement, on a lancé une étude
pour justement avoir une observation un peu précise, qui est une étude qui se pilote sur 2 sources de travail et une par Cali en plus, donc une série d'entretiens qu'on va pouvoir mener. On a un questionnaire qui circule en ce moment auprès des structures du spectacle vivant, donc toute structure identifiée par au moins une licence d'entrepreneur de spectacle, pour justement plutôt là identifier quels sont les usages et les besoins en matière d'interopérabilité. On n'est pas uniquement sur le scope de la billetterie, parce que effectivement, et tu l'as rappelé, la billetterie c'est un des sujets qui va par exemple être interconnecté avec des enjeux comptables, de déclaration obligatoire, etc. Mais il y a aussi des enjeux de planification, etc. Les sujets d'interopérabilité sont très nombreux. Et on a eu déjà plusieurs. Alors, il y a eu une étude faite sur la billetterie. C'est pour ça que nous, on élargit aussi cette question-là. Et ces états des lieux, ces photographies nous permettent également de sensibiliser les institutions pour qu'elles puissent exprimer leurs enjeux, mais aussi qu'elles les conscientisent et que derrière, on puisse travailler sur des priorisations. Quels sont les sujets à défendre d'abord, sur lesquels travailler collectivement. Et c'est une enquête qu'on mène aussi auprès des structures, donc toutes les structures éditrices de logiciels qui ont des clients spectacle vivant, je vous invite à vous connecter sur notre site et à répondre. Le questionnaire éditeur est assez rapide. Et là, l'idée, c'est justement de cartographier plutôt côté éditeur, quelles sont les pratiques d'interopérabilité, c'est quoi les solutions techniques choisies, c'est quoi les freins à l'interopérabilité en interne et en externe, et donc un petit peu aussi d'identifier les priorités. Ces questions-là, encore une fois, doivent se travailler en dialogue entre les éditeurs et le secteur usager, en direction des publics. C'est pour ça que cette étude, elle est soutenue par des éditeurs avec qui on travaille, par le milieu professionnel et par le ministère de la Culture. Donc oui, ça nous donnera une visibilité, on va dire, en tout cas une date T sur des enjeux, et avec une série d'entretiens Cali, ça nous permettra d'approfondir des questions de perspective. Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité aussi, par exemple en matière de mutualisation de données? Parce que ça, c'est un sujet aussi qu'on étudie beaucoup. On a fait un benchmark international sur les gros projets de mutualisation de données récemment, notamment au Québec, aux Pays-Bas, en Allemagne. On en a étudié 6 ou 7 pour l'instant, et on en a encore qui arrivent. Et il y a vraiment des pratiques très intéressantes. Je pense notamment à DIP et à Datacop, par exemple, au Québec, sur des mutualisations de données entre structures du spectacle vivant ou structures culturelles, et des usages en termes de développement économique vraiment performants, notamment qui répondent à ces questions. Vous le disiez, quand on est une petite structure et qu'on travaille seul, la question du marketing, la question de la distribution, elle est très compliquée. On a besoin de travailler à plusieurs. Et donc voilà, faire cette étude, ça nous permet d'avoir une photo, un état-T, de savoir sur quel sujet travailler en priorité, et de aussi générer cette collaboration sectorielle, structure culturelle et acteurs développeurs. Merci beaucoup. Alors, Datacoop, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est assez intéressant. C'est une initiative canadienne, une sorte de data space, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un partenariat entre des médias et des opérateurs culturels. Et je lisais juste avant, d'ailleurs, le panel, une partie de leur site web où ils expliquent qu'en fait, ils ont développé un pixel qu'ils déposent sur le tag Google pour l'intégralité de l'offre culturelle qui est référencée dans le dataspace. Et grâce à ça, en fait, ils ne mutualisent pas forcément les données, mais l'audience. Ce qui est encore autre chose, et ce qui peut être aussi une autre manière de coopérer, qui peut être hyper intéressante, en fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on dit mutualiser les données, ça veut tout et rien dire. Parce qu'en fait, la typologie de données, dans notre étude, on travaille vraiment à identifier de quel type de données sont partagées. Effectivement, eux, mutualiser les données d'audience. En ce moment, nous, on fait partie d'un collectif européen, European Audience Data Alliance, qui travaille justement sur la donnée d'audience en termes de mutualisation. Et quand je parlais tout à l'heure de Cap Data, on est sur la donnée de programmation. Mais ce qui est intéressant, c'est ensuite de trouver des espaces de dialogue entre ces jeux-là pour pouvoir justement déployer des nouveaux usages. Mais oui, effectivement, et ce qui est aussi chouette avec Datacop, c'est par exemple qu'eux ont fait le choix en même temps de l'utiliser comme outil de transformation des pratiques. Et donc, par exemple, tous les mois, ils lancent une opération avec leurs clients qui sont donc adhérents de la solution pour redéployer une partie de leur budget de marketing digital sur de la presse culturelle. Parce qu'il y a vraiment un partenariat entre ce projet-là et la presse, et donc aussi de soutenir la presse culturelle québécoise à travers un travail de mutualisation et de sensibilisation des professionnels. Et donc, c'est tout un écosystème aussi qui est très vertueux. Ouais. Ouais, que Walter représente de manière totalement intégrée verticalement avec Le Figaro. Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Alors, moi, il se trouve que j'ai d'autres fonctions au Figaro. Je suis éditeur de la partie voyage, donc il y a quelques ponts, parce que, et pour en citer deux, tu disais tout à l'heure la difficulté à trouver un site qui référence l'ensemble de l'offre culturelle et l'ensemble des événements. En fait, c'est lié à un problème, je pense, de gouvernance et de financement, puisqu'en fait, il y a beaucoup de sites d'annuaires qui référencent tout un tas d'offres, mais en fait, ils sont confrontés à un modèle économique. Quel modèle économique je mets derrière mon annuaire? Et donc, soit il y a un modèle média, et donc dans ce cas-là, il faut faire de l'audience, et il faut être référencé sur les moteurs, et ensuite, grâce à cette audience, monétiser à travers de la publicité ou de l'affiliation sur des revenus de réservation. Donc ça, c'est une des contraintes. Et donc souvent, ceux qui veulent tout référencer sont contraints parce qu'ils soit ils n'arrivent pas à faire de l'audience, il y a trop de dépenses pour faire de l'audience, soit il n'y a pas assez de revenus sur la partie publicitaire. Et donc finalement, il n'y a pas de privé qui soit aventuré sur être capable d'avoir un annuaire complet et d'arriver à monétiser cet investissement. Donc ça, c'est le sujet qui est un peu difficile, alors qu'on mette de front côté Figaro parce qu'on est le premier média de France, et qu'on arrive à monétiser à travers plein de leviers, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et l'autre pont que je voulais faire, puisque c'est un pont avec le voyage, cette problématique d'interopérabilité, on l'a eu dans le voyage mondial il y a plusieurs années, puisqu'en fait, chaque compagnie aérienne, chaque hôtel, dans chaque pays avait ses propres systèmes. Et en fait, ce qui s'est passé pour mutualiser, en fait, permettre à chacun de réserver un billet d'avion en Chine, un billet d'avion au Japon ou un hôtel au Brésil, c'est de créer ce qu'on a appelé un GDS, un Global Distribution System. Donc mutualiser les langages pour les interconnecter et finalement permettre à chaque opérateur partout dans le monde de réserver partout où il veut aller. Donc le parallèle avec la culture peut se faire simplement à l'échelle nationale, mais on pourrait imaginer effectivement un système de distribution complet où on référence l'ensemble de l'offre pour que d'autres acteurs puissent y accéder pour faire de la réservation ou ne serait-ce que pour faire un annuaire de tout ce qui est possible d'avoir. Ouais, c'est un excellent point et sur le voyage et les compagnies aériennes, ils sont même allés plus loin parce qu'au fond, dans les données qu'on peut utiliser pour monétiser ou pour comprendre son audience, il y a les données transactionnelles, c'est donc les données d'achat que les banques ont, que Apple Pay a en combinaison avec d'autres. Et typiquement, ils ont créé Flying Blue pour suivre le parcours finalement d'achat à travers différents voyages. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Et l'une des manières de structurer ça, et je trouve que c'est très intéressant, et le parallèle peut être fait avec la culture, c'est qu'ils ont réussi à le rendre pertinent à travers des alliances. Donc on en revient à cette idée qu'au fond, on n'est peut-être pas obligé d'avoir un opérateur omnipotent qui a tout ou qui fait tout, et qu'on a peut-être intérêt à faire des alliances aussi sur ce plan-là. Enfin, je dis ça, mais... Je me permettrais juste du coup de faire le parallèle avec le cinéma et la posture dominante d'Allociné qui pose beaucoup de problématiques, notamment sur les petits producteurs, l'arrêt-essai, et on voit beaucoup de retours là-dessus, d'essayer de s'émanciper de cet accès et de cette plateforme unique. Et donc les producteurs de cinéma ont été dépossédés de leurs données et de leur capacité à travailler cette question de la découvrabilité, notamment. Donc effectivement, la position dominante d'un acteur unique est problématique dans certains accès. Ce qui est intéressant, c'est de travailler plutôt l'interopérabilité et la coopération entre acteurs pour un modèle plus vertueux dans le spectacle vivant, il me semble. Et alors, Quant, Olivier, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour résoudre cette équation ? Je crois que tu as posé la bonne question tout à l'heure en disant, mais finalement, du point de vue de l'utilisateur, comment on fait pour que ce soit moins éclaté ? À un moment où je pense que tous les propos de cet échange ont montré que la technologie, les points d'accès sont multipliés, donc en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'avant. Et en fait, les agents IA feront ce travail de collecte pour l'utilisateur de façon beaucoup plus simple d'ailleurs et beaucoup plus efficace à deux conditions. La première, c'est d'accéder finalement à l'ensemble de l'offre. Donc ça veut dire avoir des outils qui sont capables effectivement d'indexer les contenus du web globalement et accessibles à tous. Et la deuxième, c'est de la comprendre, parce qu'effectivement, cette data, ensuite, il faut la traiter et puis de l'assembler. Mais on est à un moment donné où ça redevient possible, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu l'arrivée du digital qui a rendu tout cela extrêmement simple, mais qui a globalement été en faveur de constitution de groupes globaux et extrêmement puissants qui ont redéfini des modèles très propriétaires. Et là, en fait, on est à un moment de marché où,
à partir du moment où on s'appuie sur cette technologie-là, on va être capable de bâtir ces agents. Et en fait, voilà, nous, on sera convaincus qu'on bâtira quelques agents, et en tout cas, on donnera les briques qui permettront de le faire, et que ça permettra de basculer le système tel qu'on l'a connu, parce que ce n'est pas ce système-là, à mon sens, qui nous amènera vraiment vers une forme d'interopérabilité. Mais le timing et les capacités de calcul, sous réserve, une fois encore, qu'on accède à l'ensemble des données, et là, en fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Ou bien la chaleur a eu raison de votre réactivité, ou bien nous avons été très clairs. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir témoigné. Merci d'être restés jusqu'au bout pour nous écouter. Et vous avez entendu parler de plein d'initiatives différentes. N'hésitez pas à vous manifester auprès des différentes personnes pour en discuter. Voilà. Merci beaucoup à tous.